Sérail en éclats, affrontement d'Yongut vs Ngo, le régime Biya au bord de l'explosion. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Kame News. Ouvrez bien vos oreilles et accrochez vos ceintures, car ce que nous allons vous raconter ce soir n'est pas une simple dispute entre ministres. Non, c'est un drame politique digne des plus grands feuilletons, mais avec des milliards en jeu et le destin du Cameroun suspendu à un fil. Comme le dit le proverbe. Quand deux éléphants se battent, l'herbe souffre. Et croyez-moi, chers amis, l'herbe camerounaise est en train de crier de douleur. Derrière les murs capitonnés du palais de l'unité, les clans s'affrontent, les alliances se brisent et se reforment, et chaque mouvement est une bombe à retardement. Nous ne parlons pas d'une querelle d'amateurs, c'est la bataille des barons, la guerre des élites, où le peuple, lui, regarde, impuissant, la scène se jouer. Entre le clan d'Yongut et le clan Ngo, les tensions sont telles que même le palais semble frissonner. Les stratégies se trament dans le silence, les alliances se signent dans l'ombre, et chaque absence ou retard est scruté, analysé, décodé. Parce qu'au Cameroun, un silence peut être un communiqué, et un sourire, une menace. Ne partez surtout pas, chers téléspectateurs, car ce reportage va vous plonger dans un monde de complots, de secrets bien gardés et de manœuvres dignes d'un thriller politique. Chaque geste compte, chaque parole pèse, chaque décision peut déclencher une réaction en chaîne. Ce n'est pas juste un clash ministériel, ce n'est pas une simple affaire de rente, c'est le squelette du pouvoir camerounais qui grince sous les pressions internes. Avant de nous plonger dans ce labyrinthe de complots et de luttes de pouvoir, prenez un instant pour aimer cette vidéo, vous abonner à Kame News. Et surtout activer la cloche de notification pour rester au cœur des révélations politiques camerounaises. Ici, sur Kame News, on ne vous sert pas l'actualité ennuyeuse et tiède. Non. On vous la sert bien épicée, pleine de rebondissements, et sans filtre. Alors restez bien avec nous, ce que vous allez entendre n'a rien de banal. Partie 1, port autonome de Douala, le théâtre des ambitions invisiblesques. Chers téléspectateurs de Kame News, asseyez-vous confortablement, car ce que vous allez entendre maintenant n'est pas un simple reportage sur un port. Non. Nous parlons ici du port autonome de Douala, ce géant économique camerounais, théâtre silencieux mais explosif d'une lutte de pouvoir qui ferait passer un soap-opéra brésilien pour une balade de dimanche. Officiellement, le port autonome de Douala, c'est le poumon du commerce camerounais. Il reçoit les marchandises, il envoie les exportations, il génère des recettes, bref, il devrait fonctionner comme une machine bien huilée pour le bien-être du peuple. Mais pour être honnête, chers amis, depuis quelque temps, cette machine ressemble plus à une partie de baby-foot truquée, où chacun tire la balle dans son camp et où le spectateur le Camerounais lambda finit toujours perdant. Et pourquoi ça? Parce que derrière les terminaux, les containers, les grues et les scanners, il y a ce que certains analystes appellent le jeu des clans. Oui, un vrai jeu de Monopoly, mais version même camerounaise. D'un côté, le clan Motaz, installé depuis longtemps, avec ses alliés fidèles, ses réseaux dans les ministères, et sa mainmise sur la SGS. Un clan qui, selon les observateurs, aurait transformé cette société en caisse noire et machine à rétrocommission, où tout est calculé pour générer des rentes à vie. De l'autre, le clan Ngo, surgissant comme une équipe de mercenaires économiques, déterminés à s'accaparer sa part du gâteau, avec Transatlantique comme cheval de bataille, accompagné de partenaires venus de l'étranger et de prête-noms soigneusement sélectionnés. À première vue, ces noms peuvent sembler abstraits. Mais derrière eux, c'est l'argent du Cameroun, la crédibilité de ses institutions, et surtout l'avenir de nos enfants qui sont en jeu. Chaque contrat signé, chaque appel d'offres attribué, chaque marché gré à gré, ce n'est plus seulement du business, c'est une bataille pour la domination économique du pays, travestie en routine administrative. Et le plus ironique, chers téléspectateurs, c'est que tout est fait pour que ça paraisse normal. Les communiqués officiels parlent de procédure, de légalité, de performance des sociétés. Mais quand on gratte un peu la surface, quand on regarde derrière les courriers et les tableaux Excel, on voit clairement, certains acteurs utilisent le port comme un terrain de jeu privé, où les règles de l'État n'ont plus cours et où la transparence est un mot qui fait sourire. Regardons un peu plus près, la SGS, selon les rumeurs bien informées, est pratiquement actionnaire à vie de ses propres marchés, à travers les enfants, les cousins et les prête-noms de certains barons du sérail. Et Transatlantique, qui contrôle déjà d'autres points stratégiques comme le port de Kribi, n'est pas en reste, ce n'est pas une société ordinaire, c'est une extension des intérêts du clan Ngo. Le port de Douala, chers amis, est donc devenu une arène où l'on ne combat pas pour le pays, mais pour des rentes à vie.
Et pendant ce temps, le Cameroun observe. Les citoyens regardent cette guerre silencieuse, mais crédible, entre clans puissants, et se demandent, mais où est l'intérêt national dans tout ça? La réponse, bien sûr, n'est pas écrite dans les journaux officiels. Elle se cache dans les petites lettres des contrats, dans les clauses internationales que personne ne lit, dans les sociétés écrans que personne ne contrôle. Ah, chers amis, c'est ça la magie satirique de la politique camerounaise, on fait semblant de jouer collectif, alors que derrière chaque terminal, chaque container, chaque scanner, c'est une partie de Monopoly à milliards de francs CFA, où les perdants sont toujours les mêmes. Le peuple. Toujours. Et c'est exactement pour ça que cette partie 1 est capitale, elle vous montre que l'affaire SGS n'est pas qu'un simple conflit commercial, ni même qu'un problème de gestion portuaire. Non, c'est la vitrine d'un système où le pouvoir économique est confisqué par quelques-uns, et où le reste de la nation regarde, impuissante, les tours s'empiler et les rentes se créer à vie. Alors, chers téléspectateurs, gardez les yeux bien ouverts. Parce que ce qui se passe au port autonome de Douala est bien plus qu'une bataille pour des marchés. C'est un aperçu de l'État capturé, de l'économie privatisée et de l'avenir hypothéqué d'un pays tout entier. Partie 2, la guerre des clans, quand l'État devient un terrain de football privé. Ici, chers téléspectateurs de Kamenews, on enlève le vernis officiel, on pose la caméra derrière le décor, et on regarde la scène telle qu'elle est réellement. Parce que ce qui se joue autour de cette affaire, ce n'est pas un débat technique, ce n'est pas une querelle administrative, encore moins une noble bataille pour l'intérêt général. Non. C'est une guerre de clans, version camerounaise, version même. Au Cameroun, quand deux camps s'affrontent au sommet de l'État, on ne parle pas de divergence idéologique. On parle de positionnement, de territoires économiques, de zones de rente. C'est comme un championnat national très fermé, où les équipes portent des noms bien connus du sérail, mais jouent avec l'argent du peuple. D'un côté, le clan qu'on pourrait appeler, sans trop forcer le trait, le FC Ligne 94. De l'autre, le FC Task Force, plus récent, plus agressif, plus pressé, parce que le temps presse. Et dans cette guerre, chaque clan a sa société fétiche, sa vache à lait, son robinet financier. Pour les uns, c'est SGS. Pour les autres, c'est Transatlantique. Deux noms qui sonnent comme des multinationales lointaines, alors qu'en réalité, derrière les logos, on retrouve les mêmes visages du pouvoir, souvent dissimulés derrière des prête-noms, des enfants, des cousins, des amis de la famille. C'est là que la satire devient presque inutile, tant la réalité dépasse la caricature. Comment expliquer à un Camerounais lambda que des ministres en fonction, payés pour défendre l'intérêt public, se retrouvent actionnaires à vie de sociétés privées qui contrôlent des secteurs stratégiques de l'État? Comment expliquer que ceux qui signent les contrats sont parfois ceux qui en profitent? Même dans les séries télé, le scénario serait jugé trop gros. Et pourtant, au Cameroun, ça passe. Ça passe parce que le système est rodé. Les textes sont flous quand il faut, précis quand ça arrange. Les incompatibilités sont connues, mais rarement appliquées. Et quand quelqu'un ose poser la question qui fâche, mais est-ce légal? On lui répond par le silence, ou par un jargon juridique suffisamment compliqué pour décourager toute curiosité. Dans cette guerre de clans, chacun accuse l'autre de pillage, mais personne ne parle d'innocence. On ne dit pas, ils volent et nous sommes propres. Non. On dit plutôt, ils volent, mais nous aussi on veut notre tour. Voilà la vérité nue, sans costume. C'est une bataille pour savoir qui contrôlera la rente, pas pour savoir comment sauver l'économie camerounaise. Et le plus ironique dans cette affaire, c'est que chaque camp se présente comme le sauveur du pays. Chacun brandit l'argument de la souveraineté nationale comme un talisman. Mais derrière les discours patriotiques, les contrats sont rédigés sous le droit international, verrouillés comme des coffres-forts suisses, histoire que le prochain régime ne puisse rien toucher sans payer des milliards en pénalités. Patriotisme le jour, blindage juridique la nuit. Pendant ce temps, le peuple regarde ce match depuis les gradins, sans billets, sans pop-corn, mais avec la certitude que quel que soit le vainqueur, la facture sera pour lui. Les ports, les scanners, l'eau, l'électricité, les péages, tout est déjà partagé comme un gâteau avant même la fin de la fête. Et chacun se bat pour la plus grosse part, pendant que l'assiette nationale se vide. Cette partie 2 nous montre donc une chose essentielle, le problème n'est pas un homme, ni une société. Le problème, c'est un système où l'État est devenu un business familial, où les clans se succèdent mais les méthodes restent les mêmes. Un système où l'on ne gouverne pas pour servir, mais pour s'installer. S'installer longtemps.
très longtemps. Et quand la guerre devient aussi ouverte, aussi visible, aussi bruyante, c'est souvent le signe que le temps est compté. Parce que quand les bandits commencent à se disputer le butin avant la fin du casse, c'est que la police n'est jamais très loin. Partie 3. Les murmures du sérail, quand le silence parle plus fort que les discours. Ici, chers téléspectateurs, on n'est plus dans les communiqués officiels. On a quitté les plateaux bien éclairés, les micros bien réglés, les phrases bien repassées. Ici, on entre dans le Cameroun du non-dit, celui qui fonctionne à coups de regard, de silence prolongé et de phrases inachevées. Le Cameroun où le pouvoir ne parle pas, il murmure. Parce que le sérail camerounais, ce n'est pas un lieu où l'on débat franchement. Non. C'est un univers où l'on devine, où l'on interprète, où l'on surinterprète. Une absence à une cérémonie devient une déclaration politique. Un sourire un peu crispé vaut un communiqué. Et un silence, ça peut déclencher une tempête. Et justement, autour de Ferdinand Ngo, ces derniers temps, le silence est devenu bruyant. Trop bruyant. Un silence épais, lourd, presque gênant. Le genre de silence qui fait transpirer les courtisans et paniquer les analystes de salon. Parce que quand l'homme le plus discret du pouvoir devient encore plus discret que d'habitude, tout le monde se pose la même question, que se passe-t-il derrière le rideau? Les couloirs du pouvoir, eux, n'ont jamais été aussi bavards. Ça chuchote à Yaoundé, ça murmure à Etoudi, ça commente à demi-mot dans les salons climatisés et les réunions informelles, qui durent plus longtemps que les conseils officiels. Chacun y va de sa version, chacun détient une source très proche du dossier, chacun sait, sans jamais pouvoir prouver. Et dans ce concert de rumeurs, une idée revient comme un refrain entêtant, le système serait en train de s'observer lui-même. Oui, le pouvoir regarde le pouvoir. Il s'ausculte. Il se soupçonne. Il se teste. Parce qu'à l'approche des grands rendez-vous politiques, plus personne ne fait confiance à personne. Même les murs ont des oreilles, et parfois même des opinions. Dans ce climat, chaque geste de Ngo est disséqué comme un communiqué de crise. Il arrive en retard? On y voit un message. Il arrive trop tôt? On y voit une stratégie. Il ne parle pas? On y voit une préparation. Il parle? On y voit un avertissement. Bref, quoi qu'il fasse, le système interprète. Et quand un système interprète trop, c'est qu'il doute. Et c'est là que la satire camerounaise devient savoureuse. Parce que ce même pouvoir qui a bâti sa force sur le contrôle de l'information se retrouve aujourd'hui prisonnier, des rumeurs. Des rumeurs qu'il ne maîtrise plus. Des rumeurs qu'il ne dément pas, parce que démentir serait reconnaître qu'elles existent. Des rumeurs qu'il laisse courir, espérant qu'elles s'épuisent toutes seules, comme un feu de brousse mal allumé. Mais attention, au Cameroun, les rumeurs ne meurent jamais vraiment. Elles hibernent. Elles attendent le bon moment. Et parfois, elles ressortent avec plus de force que les vérités officielles. Dans cette ambiance, le peuple regarde, amusé mais lucide. Il sait que quand les élites commencent à se parler par énigme, c'est que quelque chose craque. Quand les messages deviennent indirects, c'est que la peur circule. Et quand le silence devient une stratégie, c'est que le pouvoir doute de lui-même. Cette partie 3, c'est donc celle de l'attente. Une attente nerveuse. Une attente tendue. Le Cameroun est suspendu à des gestes minuscules, à des phrases à double fond, à des absences calculées. Et pendant ce temps, le sérail continue son ballet, sourire devant les caméras, s'inquiéter derrière les portes closes. Parce qu'au Cameroun, chers téléspectateurs, le pouvoir ne s'effondre pas toujours dans le bruit. Parfois, il commence à trembler, dans le silence.rrt. Partie 4, il faut savoir partir, quand le pouvoir regarde la sortie, sans la prendre. Ici, chers téléspectateurs, on entre dans la zone la plus sensible du reportage. La zone où, au Cameroun, les phrases deviennent dangereuses. La zone où une simple formule, il faut savoir partir, peut provoquer plus de sueur froide qu'un audit de la CONAC. Parce que dans le sérail camerounais, partir n'est pas un verbe neutre. Partir, c'est une insulte. Partir, c'est une trahison. Partir, c'est presque un délit d'opinion. Et pourtant, la phrase est là. Elle circule. Elle se murmure. Elle se répète. Elle fuit comme une confidence mal gardée dans les couloirs capitonnés du pouvoir. Il faut savoir partir. Qui doit partir? Quand? Comment? Et surtout,
qui ose seulement poser la question. Car soyons clairs, au Cameroun, le pouvoir ne part pas. Il s'installe. Il s'enracine. Il s'éternise. Il ne connaît ni valise, ni sortie de secours. Il connaît seulement la continuité, la stabilité, et parfois l'oubli. Alors quand le nom de Ferdinand Ngo se retrouve associé, de près ou de loin, à un discours sur le départ, même sous forme d'allusion, même sous forme de métaphore, même sous forme de phrases philosophiques, tout le système tousse. Le sérail s'agite. Les téléphones chauffent. Les silences deviennent plus longs que les discours officiels. Parce que Ngo, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas un figurant du régime. Ce n'est pas un ministre de passage. C'est le gardien du temple, le chef d'orchestre invisible, l'homme dont la signature pèse parfois plus lourd que 10 conseils de ministres réunis. Quand une telle figure est associée à l'idée de départ, même indirectement, ce n'est plus une phrase, c'est un signal. Un signal pour qui? Un signal pour quoi? Certains y voient un message codé à destination d'autres barons du régime, attention, le temps n'épargne personne. D'autres y lisent un avertissement interne, nul n'est indispensable, même si, dans la pratique, certains le sont depuis des décennies. Et puis il y a ceux plus cyniques qui estiment que cette phrase n'est qu'un exercice de style, une manière élégante de parler du départ, des autres. Parce que dans le Cameroun du pouvoir, il y a toujours 2 catégories de départ. Le départ des petits, brutal, humiliant, silencieux. Le non-départ des grands, éternel, justifié, sacralisé. Et c'est là toute l'ironie camerounaise. On prêche le départ comme une vertu, mais seulement quand il concerne le voisin. On parle d'alternance comme d'un concept universitaire, pas comme d'une pratique politique. On célèbre la sagesse du retrait, tant que ce retrait ne touche pas le cœur du système. Alors cette partie 4, c'est celle des conséquences. Parce qu'une phrase, au Cameroun, peut vivre longtemps. Elle peut dormir. Elle peut ressurgir. Elle peut être utilisée plus tard, retournée, instrumentalisée. Il faut savoir partir, pourrait bien devenir, demain, soit une citation héroïque, soit une preuve à charge, soit un simple souvenir gênant. Mais une chose est sûre, le peuple, lui, écoute. Il observe. Il compare. Et il commence à comprendre que ceux qui disent qu'il faut partir, sont souvent ceux qui restent le plus longtemps. Et c'est peut-être là le cœur de la satire camerounaise. Un pays où le départ fait peur. Un pouvoir qui parle du temps qui passe mais refuse l'horloge. Et un système où même évoquer la sortie devient un acte politique. Restez bien avec nous. Parce que dans ce Cameroun-là, quand on commence à parler de départ, ce n'est jamais anodin. C'est soit la fin d'un cycle, soit le début d'un très long démenti. Conclusion: une économie capturée, un peuple spectateur. Au-delà des noms, au-delà des clans, au-delà des accusations. Une réalité inquiète. L'économie camerounaise donne l'impression d'être gérée comme un butin, pas comme un bien commun. Cette guerre des mafias, selon les termes employés par certains observateurs, serait le signe que le match politique touche à sa fin. Et que les dernières minutes se jouent sur les positions les plus rentables. Alors, Kame News vous pose la question finale. Sommes-nous face à la fin d'un système? Ou simplement à une redistribution des cartes entre les mêmes acteurs? Donnez votre avis en commentaire. Aimez cette vidéo si vous voulez plus d'analyse sans filtre. Abonnez-vous à Kame News pour ne rien manquer des prochains décryptages. Parce qu'ici, on ne vous dit pas quoi penser. On vous donne les clés pour comprendre.